Salut à tous, c'est Nasty. Nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée une fois de plus à la lutte pour le maintien en bas du classement, parce que s'il y a beaucoup de suspense pour les places européennes en Ligue 1 à 2 journées de la fin, il y a aussi énormément de suspense en bas du classement. Il reste 2 matchs, 2 finales, 180 minutes pour les équipes concernées, et de Reims 13e jusqu'au Havre 16e et barragiste, il n'y a que 2 points qui séparent 4 équipes. Saint-Etienne est un peu décroché, mais peut encore aussi croire au maintien par le biais des barrages. Alors on va analyser cette lutte pour le maintien, les enjeux des 2 dernières journées pour les équipes concernées. C'est parti! Et on commence par un point sur le classement, parce que effectivement les choses ont pas mal évolué depuis ma dernière vidéo il y a 2 semaines. Notamment Saint-Etienne qui fait de très mauvaises affaires, puisque Saint-Etienne n'a pas réussi à reprendre 2 points depuis la dernière fois. Saint-Etienne qui a enchaîné 2 défaites, et en même temps quand tu prends 3 buts par match, c'est difficile de faire des résultats positifs. Donc Saint-Etienne malheureusement qui a un petit peu décroché des autres équipes, avec 27 points, ils accusent désormais 4 points de retard sur le Havre barragiste. Il va falloir être 100% efficace sur les 2 dernières rencontres pour Saint-Etienne pour pouvoir espérer s'en sortir. Du côté des grands gagnants depuis 15 jours, il y a le Havre qui a empoché 4 points, notamment grâce à un très bon match nul à domicile face à Monaco, qui joue la lutte pour la Ligue des Champions. Et puis une victoire, pas forcément surprenante au vu du match, puisque Auxerre a joué un petit peu décontracté, mais une victoire extrêmement importante acquise dans les arrêts de jeu en plus, face à Auxerre au stade de la Baie des Champs, une victoire 2-1, qui permet donc au Havre de prendre 4 points sur les 2 dernières rencontres, et de recoller avec le peloton qui est devant. Devant, justement, il y en a qui ont fait des bonnes affaires, il y en a qui ont fait des mauvaises affaires. Très bonne opération pour Angers, qui est allé s'imposer à un match que j'ai trouvé franchement poussif. Mais voilà, c'est le résultat qui compte. Donc bravo aux Angevins qui, effectivement, d'ailleurs, sans cette victoire, sans ces 3 points, si Angers avait perdu, Angers serait descendu à la place de barragiste. Donc victoire importante, victoire essentielle même, parce que ça leur permet de rester au-dessus de la ligne de flottaison. Et du coup, la mauvaise opération, elle est pour Nantes. Nantes qui a perdu domicile face à Angers, qui n'avait pas gagné non plus la semaine précédente. Et donc Nantes qui se retrouve désormais 15e avec un tout petit point d'avance sur le Havre barragiste. Alors même si Nantes a un calendrier plutôt favorable, la dynamique elle incite pas forcément à l'optimisme. Et puis mauvaise opération aussi pour Reims, parce que Reims a vu donc Angers et le Havre venir recoller au popotin. Reims n'a plus que 2 petits points d'avance sur le barragiste. Et donc côté Rémois, alors qu'on pouvait espérer avec 33 points que le maintien serait acquis, mais on se rend compte qu'effectivement il y a encore un risque assez sérieux de plonger vers les barrages. Puisque si par exemple le Havre remporte un de ses 2 derniers matchs, face à l'OM ou face à Strasbourg, c'est pas gagné, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, effectivement, Reims plongerait derrière le Havre, et il y aurait gros danger en Champagne. Ce dont on se rend compte aussi en regardant attentivement le classement, c'est que ce qui explique que cette lutte soit aussi serrée et fasse autant rage, c'est que clairement il va falloir faire mieux que l'an dernier pour pouvoir se maintenir. Je vous donne juste les chiffres de l'an dernier. L'an dernier, c'est Metz qui avait terminé barragiste avec 29 points, avec une meilleure différence de but sur Lorient qui était descendu directement. Mais ça veut dire donc qu'il fallait 29 points pour être barragiste et 30 points seulement, entre guillemets, pour se maintenir l'an dernier. Or, cette année, à 2 matchs de la fin, le Havre qui est barragiste a déjà au moins 31 points, va peut-être en prendre d'autres. Donc ça veut dire qu'il faudra au moins 32 points, et encore, ça va dépendre des résultats, peut-être 33, peut-être 34, peut-être même 35 dans un cas extrême si tout le monde performe en bas de classement, pour se maintenir. Donc entre 2, 3, 4, voire peut-être même 5 points de plus que l'an dernier pour le maintien direct, c'est pas anodin, ça veut dire quand même pour des équipes qui gagnent entre 8 et 10 matchs dans la saison, faut aller chercher une victoire de plus, et donc ça explique aussi pourquoi on a autant d'équipes qui se retrouvent tassées en bas du classement. On a des équipes qui ont plus performé globalement en bas du classement que l'an dernier, et donc ça explique aussi que cette lutte soit aussi serrée, fasse autant rage, je le répète. L'an dernier, il fallait 30 points après 34 journées pour être barragiste. Cette année, le Havre a déjà 31 points en 32 journées. Il y a encore 2 journées à jouer, et donc autant potentiellement 6 points de plus à aller récupérer pour les équipes du bas de classement. Donc effectivement, la lutte elle est serrée, la lutte elle fait rage. Donc ce qu'on va faire désormais, je vais procéder un petit peu différemment des précédentes vidéos consacrées à la lutte pour le maintien. Plutôt que de vous montrer équipe par équipe ce qu'il y a à s'attendre, je vais prendre le calendrier des 2 dernières journées, la 33e d'abord, la 34e ensuite évidemment, regarder les matchs qui concernent les équipes qui sont à la lutte pour le barrage et pour le maintien. Et puis on va regarder justement ce à quoi on peut s'attendre à chaque journée pour les participants à cette lutte, encore une fois, je le répète, mais extrêmement tendue pour le maintien en Liga. Alors on commence par le calendrier de la 33e journée, c'est demain samedi. Je vous rappelle que pour les 2 dernières journées, tout le monde joue en même temps un multiplex le samedi à 21h pour éviter notamment que certains soient au courant des résultats de leurs adversaires. Donc les 2 dernières journées, traditionnellement, tout le monde joue en même temps. Et donc pas mal de matchs en jeu, et surtout pas mal de stress supplémentaire, puisqu'on ne peut pas jouer en sachant ce qu'ont fait les adversaires, et donc forcément, ça évite les calculs, et ça donne pour les équipes à la lutte pour les places européennes, comme pour celles qui sont à la lutte pour le maintien, la nécessité de jouer pour soi, et de ne pas jouer en fonction des résultats des autres, et donc de se donner à fond.
Je commence par Le Havre, hein, vous le savez tous, désormais je suis supporter havrais, et donc en ce qui me concerne, je serai au stade, j'aurai en plus l'occasion d'être dans une tribune particulière, je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais je vous prévois un petit vlog qui va être sensationnel. On a vraiment de la chance avec l'équipe du Space, que certains connaissent peut-être. On va essayer de faire un truc vraiment extrêmement sympa demain au stade, et donc j'en profiterai évidemment pour filmer, et je pense que je pourrais vous fournir un vlog qui sera extrêmement différent et j'espère extrêmement sympa par rapport à ce que j'ai pu produire sur la chaîne jusqu'à présent. En ce qui concerne la rencontre, donc, pour le Havre, c'est pas gagné d'avance, on va pas se mentir. Les Havrais reçoivent l'Olympique de Marseille qui est deuxième, qui est un petit peu en avance sur les équipes qui suivent derrière, mais qui a pas non plus un matelas de sécurité extrêmement important. Donc Marseille a besoin de faire un résultat, le Havre a besoin de faire un résultat, donc ça devrait nous donner un match assez débridé, je pense. Je vais pas mettre ma main à couper, mais il y a très très peu de chances, à mon avis, que ça se termine par un 0-0. Maintenant, voilà, sur le papier, on va pas se mentir, hein, le Havre est pas du tout favori de cette rencontre-là, hein, Marseille est largement favori. Maintenant, est-ce que ça veut dire pour autant que le Havre est condamné à la défaite? Je le crois pas. Je le crois pas pour tout un tas de raisons. Je vais commencer par l'état d'esprit, hein, l'état d'esprit de cette équipe qui est absolument incroyable, hein, sur la phase retour. Alors, je rappelle que Le Havre est 9ème, hein, sur la phase retour, c'est vraiment une équipe qui a été métamorphosée par son mercato hivernal, ce qui est d'autant plus incroyable, je le rappelle, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais que ce mercato il a été fait avec 0 €, on avait interdiction de recruter à titre onéreux, on avait encadrement de la masse salariale, et malgré ça, Mathieu Bonnet et son équipe ont fait des miracles, donc on a une équipe qui est vraiment métamorphosée, qui a vraiment la niaque, qui a vraiment la hargne, et très sincèrement, pour suivre notamment les conférences de presse, je peux vous assurer que ça vise pas forcément spécialement la place de barragiste. Alors évidemment, l'objectif c'est de sécuriser d'abord la place de barragiste le plus rapidement possible, mais je pense qu'il y a une vraie envie d'aller arracher la 15e place côté Havrais. Est-ce qu'on arrivera à le faire? C'est pas du tout certain. Mais voilà, il y a vraiment une rage de vivre à l'intérieur de cette équipe qui fait plaisir à voir. Donc l'état d'esprit, il est présent. Il y a aussi d'autres bonnes nouvelles, puisqu'on enregistre le retour de Gauthier Lloris, notamment, hein, qui est notre taulier de la défense, ce qui va permettre peut-être de sécuriser un petit peu derrière, même si je trouve que Sanganté et Youté ont fait plutôt un bon match du côté d'Auxerre. Mais voilà, on retrouve des options défensives. Le gros bémol, c'est que notre avant-centre égyptien, Hassan Kouka, sera absent pour ce match. Il a été touché à Auxerre et il devrait être de retour pour Strasbourg, mais a priori, donc il n'est pas là demain. Donc on va peut-être aussi manquer un petit peu de solutions devant. Bon, a priori, André Ayou sera titularisé à la pointe de l'attaque, mais du coup, André Ayou, il a plus forcément non plus 90 minutes dans les jambes. Donc on verra comment est-ce qu'on arrive à composer, notamment en cours de match. Mais sinon, pas d'absence notable côté Havrais, donc on a un effectif qui est quasiment complet, on a une très belle soirée qui s'annonce, hein, notamment en tribune, il devrait y avoir de belles animations côté COP, on a une équipe qui a la rage de vivre, donc voilà, je vais pas dire que ça suffit pour aller décrocher le match nul et encore moins la victoire, mais voilà, c'est pas non plus une équipe qui se présente en victime face aux Marseillais. Est-ce que ce sera suffisant? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà, il y a de l'espoir côté Havrais d'essayer de décrocher un résultat sur ce match-là ou sur le prochain pour essayer d'aller grappiller la 15e place. Le gros match de cette 33e journée, c'est évidemment l'explosif Reims-Saint-Etienne, hein, qui va se jouer du côté du stade Auguste Delaune. C'est pas forcément ce qui était prévu, mais du coup, c'est deux équipes qui sont encore en lutte pour le maintien. Reims pensait, avec sa bonne série du mois précédent, peut-être être sorti d'affaire, et puis avec les victoires conjuguées d'Angers et du Havre, tout le monde a un petit peu recollé. Reims n'a que 2 petits points d'avance, hein, sur la zone de relégation, donc c'est clairement pas suffisant pour se reposer et puis pour poser les cerveaux, sortir les tongs et se mettre en vacances. Il y a besoin d'un résultat, hein, pour Reims pour essayer de sécuriser le maintien le plus rapidement possible, mais il y a aussi besoin évidemment d'un résultat côté stéphanois. Donc ça va être un match, à mon avis, qui risque de partir un peu dans tous les sens. Le petit bémol, c'est qu'on a deux attaques, hein, qui sont parmi les moins performantes du championnat. Je crois que c'est seulement 32 buts marqués pour Reims et 35 côté stéphanois, donc c'est pas des attaques virevoltantes. Ça risque de jouer un petit peu aussi avec la peur au ventre, hein, parce que la première équipe qui prend un pion, du coup, risque d'avoir beaucoup de mal à renverser la situation. Donc ça m'étonnerait pas qu'on ait un gros round d'observation, qu'on ait des équipes qui jouent un petit peu avec la peur de faire une erreur et de se retrouver à devoir courir après le score. Après, du coup, en plus, côté stéphanois, il va manquer Lucas Tassin, hein, le goléador de l'équipe, qui n'est pas disponible non plus pour ce match, qui était déjà pas disponible la semaine dernière. Et on va pas se mentir, devant, sans Tassin, c'est pas forcément la même force de frappe non plus. Donc faudra voir ce que ça donne. Côté rémois, faut se sortir la tête du seau, hein, puisqu'il se reste sur 2 matchs avec des résultats pas forcément satisfaisants, les Rémois.
Et du coup, il va falloir retrouver à nouveau, encore une fois, les ressources mentales pour aller chercher les points, pour aller faire l'effort, pour aller faire la différence. Ça m'étonnerait sincèrement pas que ce match se termine sur un match nul, même si très sincèrement je m'abstiens de pronostiquer parce que je pense que ça peut partir d'un côté comme de l'autre, vu les circonstances particulières de cette rencontre, on va pas se mentir. Donc voilà, après j'en profite pour faire un petit point sur Saint-Etienne, hein, qui a donc eu de bonnes nouvelles en provenance de la commission de discipline, seulement un point de suspension avec sursis, pas de fermeture de tribune. Que dire. Si je suis supporter à vrai et que je suis honnête, moi j'aurais bien aimé qu'ils prennent une pénalité parce que ça nous aura encore facilité la tâche pour la fin de saison, je vais pas vous mentir. Maintenant, en tant que fan de foot et que grand amateur de ce qui se fait en tribune aussi, je suis quand même assez content qu'il n'y ait pas de sanction collective suite à ça. En plus, le club avait identifié rapidement, hein, l'auteur du jet de la pièce sur l'arbitre. Donc voilà, mon cœur balance entre, entre le clubisme et le supporterisme en manière générale. Voilà, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Attention, hein, parce que le chapitre n'est pas complètement terminé non plus, hein, sur cette rencontre et sur ce derby qui avait été dans des conditions extrêmement particulières, je reviens pas dessus. N'oublions pas que Lyon aussi a demandé à ce que le résultat ne soit pas entériné. Il y a des arguments côté lyonnais, hein, puisque le match s'est poursuivi avec un carton rouge pour Stassin qui quand même restait sur le terrain, puisque le carton rouge a été annulé, que la commission de l'arbitrage elle-même a avoué que le carton rouge aurait dû être donné, et dans un dernier temps, du coup, Lucas Stassin qui reste sur le terrain alors qu'il aurait dû être exclu, qui se retrouve à marquer le but de la victoire. Donc là, il y a des arguments sportifs assez importants côté lyonnais. Ça m'étonnerait pas que cette affaire, notamment si Lyon n'arrive pas à se qualifier directement en Coupe d'Europe, que cette affaire dure une partie de l'été, parce que bah voilà, il y a des motifs sportifs pour aller faire des appels, notamment pourquoi pas devant le CNOSF. On verra jusqu'où ça va, mais ce chapitre-là est pas tout à fait clos. La partie commission de discipline s'est fait, mais voilà, affaire à suivre encore quand même, en espérant que ça n'influe pas trop sur la lutte pour le maintien. Mais bref, match extrêmement important pour les deux équipes, hein, pour le Stade de Reims comme pour la S Saint-Etienne. Un peu un match à 6 points comme on a coutume de dire. Soyons clairs qu'il y aura gros malheur aux vaincus dans cette rencontre. Autre rencontre de la 33e journée, on a le FC Nantes qui se déplace à Auxerre. Sur le papier, ça peut être une rencontre abordable, surtout que Auxerre n'a plus rien à jouer, hein. D'ailleurs, Auxerre a clairement joué en tongue face au Havre la semaine dernière, hein. Pour avoir regardé le match, honnêtement, il y avait un peu qu'une équipe sur le terrain. Même si ça nous a pas empêché de prendre le premier but quand même, mais bon, on est revenu dans le match, voilà. Faudra voir comment les Auxerrois abordent le match en fait, puisque Pellissier a quand même passé une gueulante, hein, après le match, il a trouvé que ses joueurs étaient en vacances, hein, ce sont ses propos, j'invente rien. Donc voilà, sur papier, rencontre abordable pour le FC Nantes. Maintenant, le FC Nantes, il a cette capacité à faire du yo-yo, à être impressionnant là où on l'attend pas forcément, et puis à se casser la gueule là où tu te dis que ça va passer. Donc honnêtement, si j'étais supporter nantais, je serais pas forcément rassuré avant ce match-là. Parce que bah voilà, il y avait un match à pas foirer, c'était le match contre Angers la semaine dernière, avec un adversaire, hein, sans faire offense aux rejoints. De toute façon, on est tous des équipes qui sont un peu en galère, hein, dans cette vidéo. Mais voilà, en plus il y avait eu un très beau tifo, il y avait une ambiance exceptionnelle, et Nantes a réussi à faire un non-match, hein. Ils ont déjoué complètement, ils n'ont pas été ultra inquiétants, j'ai trouvé. Du coup, Angers fait la bonne opération. Mais voilà, du coup, cette équipe nantaise, elle pourrait se déplacer en étant relativement optimiste, mais je suis pas forcément sûr que ce soit le cas. En plus, bon, ça commence à ravoir a priori, d'après ce que j'ai lu à gauche à droite, des bisbis en interne entre la famille Kita et Antoine Camboré. Donc voilà, on va dire que les conditions sont pas forcément idéales, sont pas forcément réunies. Après, je redis ce que j'ai déjà dit dans certaines vidéos, hein, mais il y a un potentiel offensif côté nantais qui normalement devrait les mettre à l'abri, même si derrière c'est pas l'assurance tout risque non plus. Mais voilà, je suis parfaitement incapable aussi de pronostiquer celle-là. Ça peut vraiment partir d'un côté comme de l'autre. Soit Auxerre a envie de jouer sérieusement pour finir bien la saison, et je pense que Nantes est tout à fait à leur portée. Soit Auxerre continue d'être un petit peu tranquille dans sa tête, on va dire, et si le FC Nantes sort le bleu de chauffe, ils peuvent s'imposer, je pense aussi. Voilà, donc difficile à pronostiquer. Ce qui est sûr, c'est que le FC Nantes a vraiment intérêt à se remettre la tête à l'endroit rapidement, parce qu'en cas de double défaite, avec le Havre qui chasse derrière, ça peut rapidement basculer dans la zone de barrage. Et puis le dernier match de cette 33e journée, c'est Angers qui recevra Strasbourg. Angers qui a fait la très bonne opération le week-end dernier, hein, je le redis, avec cette victoire à la Beaujoire. Angers que sincèrement je voyais pas forcément prendre des points sur la fin de saison, donc ils m'ont trempé, ils m'ont fait mentir, tant mieux pour eux. Tant mieux pour les supporters angevins, tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour le club. Maintenant, voilà, il y a deux grosses rencontres qui s'annoncent côté angevin. Je suis pas sûr que ça va être très facile d'aller chercher le maintien dans ces conditions. Heureusement, ils ont fait, comme je disais, une très bonne opération. Ils sont passés devant Nantes, ils ont mis 2 points d'écart au Havre. Opération qui était nécessaire, hein, parce que sinon, ils auraient pas pu basculer dans la zone de barrage. Voilà, après, c'est quand même un gros client, hein, le RC Strasbourg qui se déplace à Raymond Coppa. Ça va être quand même très compliqué de faire un résultat. Il y a une force de frappe aussi devant côté Strasbourgeois qui est assez impressionnante.
Voilà, côté Angevin, il y a aussi des arguments, hein. Je pense à un très bon Imad Abdelli, je pense à Esteban Le Pol, évidemment. Mais voilà, je vois mal Angers emporter les 3 points, peut-être réussir quand même à choper le match nul, c'est pas impossible. Mais on va pas se mentir, je pense que Strasbourg est quand même largement favori sur cette rencontre. Et ça risque, hein, si effectivement j'ai raison et que Strasbourg s'impose, ça risque effectivement de mettre beaucoup de pression sur les Angevins pour la dernière journée du championnat. Passons à la 34e et dernière journée du coup. Alors, très difficile à pronostiquer parce qu'effectivement, je pense qu'une bonne partie des résultats de la 33e va influencer la 4e journée, ne serait-ce que dans l'état d'esprit des différentes équipes qui se présentent. Moi, je vais essayer quand même de vous dire voilà, ce que je pense qu'on peut attendre, mais à prendre avec des pincettes bien évidemment, puisque selon que par exemple un Saint-Etienne gagne ou perde ce week-end, forcément qu'ils aborderont pas la 34e journée de la même façon. Justement, on commence par Saint-Etienne. Saint-Etienne qui recevra Toulouse lors de la dernière journée, l'équipe toulousaine qui a plus rien à jouer, hein, qui peut plus se qualifier en Europe, mais qui peut plus descendre non plus. Donc, encore une fois, on va se retrouver dans un cas que j'ai déjà évoqué pour la 33e journée. Est-ce que Toulouse va jouer en tongue, tranquillement profiter des 90 minutes pour se faire plaisir et jouer sans pression? Et dans ce cas-là, ça peut partir d'un côté comme de l'autre. Soit ils en ont rien à faire du match, enfin pas grand-chose à faire du match, ils le laissent couler, et puis Saint-Etienne peut empocher les 3 points. Soit au contraire, le fait d'avoir enlevé toute pression et de finir tranquillement, ils se font plaisir, c'est du hurrah football et ils te plantent 4 buts, t'en sais rien. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que le résultat de la journée précédente pour Saint-Etienne sera essentiel. Si Saint-Etienne s'impose, ils pourront encore largement croire au maintien, et dans ce cas-là, normalement, ils devraient aborder cette rencontre avec le couteau entre les dents, et face à une équipe toulousaine potentiellement démobilisée, ils devraient pouvoir l'emporter. S'ils font match nul, là, faudra voir comment ça s'est joué du côté du Havre, mais du coup, le match nul risque d'être difficilement suffisant pour eux pour aller chercher le maintien sur la 33e journée. Et puis s'ils ont perdu, dans ce cas-là, ce sera l'inverse. C'est Saint-Etienne qui risquera d'être démobilisé, hein, même pour la dernière jour Froguichard. Tu as du mal à fêter une descente en Ligue 2, je pense. Et donc il faudra voir aussi ce qui se passe en tribune à ce moment-là, hein, puisque la dernière descente avait quand même été marquée par des petits soucis d'envahissement de terrain, etc. Voilà, difficile de pronostiquer cette rencontre en particulier de la 34e journée sans avoir le résultat de la 33e, ça peut vraiment partir d'un côté comme de l'autre. Je pense que le facteur le plus important pour cette rencontre de la 34e journée, c'est le résultat de Saint-Etienne sur la 33e journée. S'ils y croient encore, effectivement, face à une équipe toulousaine qui n'aura plus grand chose à jouer, ça peut le faire. S'ils y croient plus, que ce soit en cas de match nul ou de défaite demain face à Reims, dans ce cas-là, à mon avis, il n'y aura plus grand chose à attendre du côté des performances stéphanoises. Ensuite, on a Le Havre qui va se déplacer du côté de Strasbourg à la Méno. Match extrêmement important pour les deux équipes parce que là, pour le coup, Le Havre, quoi qu'il arrive, sera encore en course pour le maintien, même s'ils perdent face à Marseille. Strasbourg sera encore en course pour les places européennes. Après, l'idée, ce sera de viser sans doute le plus haut possible. Mais donc, du coup, on aura deux équipes qui auront des choses à jouer. Il y aura un match à enjeu. Il y aura un match effectivement où l'une comme l'autre des équipes voudront prendre les 3 points ou au moins peut-être sécuriser un point, ça dépendra aussi de l'évolution du classement et de comment ça se présente. Peut-être qu'un match nul pourrait faire l'affaire des deux équipes, hein, on verra où on en est d'ici là, mais ça peut être aussi un match où ça se joue pas, ou ça joue sur un faux rythme, parce que personne n'a intérêt à prendre un but. Difficile à voir, a priori en tout cas, on devrait avoir une rencontre à enjeu, ça c'est certain. Est-ce que pour autant, du coup, ça veut dire que ça sera extrêmement dynamique sur le terrain? J'en suis pas sûr. A priori sur papier quand même avantage à Strasbourg, hein, qui a fait quand même une très grosse saison et qu'on n'attendait pas forcément aussi haut. Très sincèrement, en tout cas moi personnellement, je pensais pas qu'il monterait aussi haut. Côté Havre, encore une fois, le Havre, oublions pas que c'est extrêmement solide à l'extérieur, hein, pour une équipe qui joue le maintien. Le Havre a quand même pris beaucoup de points à l'extérieur. Encore il y a une semaine à la Baie des Champs, hein, on est allé gagner à Lens, on est allé gagner à Lille, on a fait un très bon match à Paris, on a subi qu'une courte défaite, on est allé gagner à Auxerre. Donc Le Havre à l'extérieur, attention, 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 c'est pas aussi tartignol qu'on pourrait le penser. C'est une équipe qui a quand même de grosses ressources, qui a de grosses capacités à l'extérieur à se dépasser, à se sublimer, dans des matchs un peu foufou parfois, hein, d'ailleurs. À Lille, ça avait fini un peu n'importe comment. Le match à Lens se termine carrément sur un 4-3, donc voilà. Et même à la Baie des Champs, hein, on a pris l'avantage dans les arrêts de jeu, donc voilà, côté Havre, c'est peut-être la plus abordable des deux rencontres, hein. Ça va peut-être choquer les Strasbourgeois en disant ça, désolé. Mais voilà, on connaît nous nos capacités à l'extérieur, on sait qu'on est plus à l'aise hors de nos bases cette saison, c'est comme ça arrive parfois. Donc voilà, je serais pas surpris d'un bon résultat à Havre, peut-être un match nul, une victoire ça me paraît difficile quand même, mais ce serait pas étonnant que le Havre revienne avec quelque chose dans sa besace de la Méno. On enchaîne avec Nantes, Nantes qui va recevoir Montpellier, donc s'il y a bien un match que tu as envie de jouer quand tu te bats pour le maintien à la 34e journée, c'est de recevoir l'équipe qui a abandonné le championnat au mois de janvier dernier. Sur le papier, donc, quel que soit le résultat de la 33e journée, c'est un match qui peut permettre aux Nantais de se sauver.
Est-ce qu'ils vont le faire? Bah, j'espère pour eux, hein, parce que ce serait quand même dommage de planter ta saison face au dernier de Ligue 1, hein. 16 points à l'heure où je vous parle, hein, il reste deux journées. Mais Montpellier, c'est 16 points en 32 matchs, hein, quand même. C'est une saison catastrophique pour les Montpelliérains. Et donc, voilà, sur le papier, les Nantais, ils sont quand même largement favoris pour ce dernier match. Maintenant, voilà, on en revient à ce que je disais pour le match de la 33e journée. C'est une équipe yo-yo, c'est une équipe qui est capable de tomber très bas quand tu dis que ça va bien aller pour eux, capable de monter très haut quand tu penses qu'ils vont être en difficulté. Donc voilà, si je suis parieur, honnêtement, la cote défaite de Nantes à Montpellier, je pense que je l'attends parce que c'est typiquement l'équipe qui est capable de se planter sur ce type de match-là. Puis après, je peux vous mentir, en tant que supporter à vrai, ça m'arrangerait fortement. Maintenant, voilà, je vais pas dire que c'est dans la poche pour les Nantais. Sur le papier, normalement, ça doit passer. Peut-être en plus qu'un seul point leur suffirait, donc peut-être aussi qu'ils vont pouvoir juste gérer tranquillement et annihiler les quelques offensives montpelliéraines. Mais attention, à Montpellier, c'est quand même moins tard depuis quelques rencontres. Ils ont notamment réussi à faire un match nul contre Reims à domicile. Ça a l'air de rien, mais au milieu d'une série de 12 défaites, ça montre que tu vas un peu mieux quand même. Ils prennent moins de buts aussi. Donc, ils ont eu leur première clean sheet d'ailleurs, hein, face à Reims avec le 0-0, première clean sheet de la saison. Donc voilà, je vais pas dire que Montpellier est dangereux pour Nantes, j'irai pas jusque-là, mais il faut pas non plus prendre ce match par-dessus la jambe côté nantais, il faudra être sérieux, il faudra être appliqué, il faudra pas faire les mêmes erreurs en fait qu'ils ont fait face à Angers, parce qu'ils risquent d'aller au-devant d'une grosse déconvenue si, voilà, s'ils plantent ce match-là, c'est certain. Rencontre suivante, c'est Angers qui se déplace à Lyon. Sur le papier, il n'y a pas photo, on s'attend tous à une victoire lyonnaise. Maintenant, encore une fois, ça va dépendre aussi des résultats de la 33e journée, ça va dépendre aussi de l'état d'esprit, parce que si Lyon ne peut plus espérer de qualification européenne à ce moment-là, eh ben, peut-être que les Lyonnais seront eux aussi démobilisés. On sait en plus qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau du financement. Alors j'ai pas le détail, j'ai pas lu tous les articles, mais ça a l'air de puer sévèrement à côté finances lyonnaises. Donc il faudra voir aussi s'il y a eu peut-être des choses qui ont pu déconcentrer l'effectif. Après, c'est des pros, hein, et normalement, ils sont habitués à mettre ça derrière eux et à se concentrer sur la partie sportive. Mais bon, voilà, c'est toujours mieux quand t'as pas de grain de sable dans la machine, quand t'arrives dans la zone critique où il faut être performant. Je pense quand même que, voilà, sur le papier, Lyon devrait s'imposer. Maintenant, ça dépendra aussi, voilà, de ce à quoi ils peuvent encore prétendre à ce moment-là, de ce qu'ils peuvent aller chercher. Est-ce qu'ils peuvent encore aller chercher une place directe en Europe? Est-ce que ils peuvent juste compter sur la 7ème place et espérer une victoire du PSG en Coupe de France pour que la 7ème place soit qualificative? Il y a quand même beaucoup de facteurs qui font que devrait y avoir de l'enjeu pour cette dernière journée, mais à quelle dose d'enjeu est-ce qu'on va être? Bah ça, on n'en sait trop rien pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que Angers jouera encore sa survie à la dernière journée, a priori, sauf s'il s'impose à la 33e et que le Havre perd. Dans ce cas-là, ils auront fait l'écart de plus de 4 points et ils seront tranquilles. Et que, voilà, autant moi, supporter à vrai, aller à Strasbourg, c'est compliqué, autant si je suis supporter en juin et que je joue ma survie en allant à Lyon à la dernière journée et que Lyon essaye de se qualifier en Coupe d'Europe, je serais pas serein sur le papier, c'est certain, et c'est pas le match que tu as envie de jouer, hein. Autant Nantes qui reçoit Montpellier, qui en termes de calendrier, t'as l'impression de faire une bonne opération, autant Angers qui se déplace à Lyon, c'est déjà beaucoup plus complexe pour ramener 1 ou 3 points. Donc voilà, sur le papier quand même je dirais victoire lyonnaise, mais voilà, on sait jamais, ça va dépendre comme je disais de à quel niveau d'enjeu on est par rapport aux objectifs de fin de saison, notamment surtout d'ailleurs du côté de Lyon. Et puis dernière rencontre, c'est Reims qui se déplacera à Lille pour aller affronter le LOSC. Pareil, pas le match que tu as envie de jouer quand tu es encore à la lutte pour le maintien, donc je pense que c'est aussi ce qui explique que Reims va avoir envie de faire un résultat la prochaine journée face à Saint-Etienne, parce que derrière, il n'y a aucune garantie de prendre 1 ou 3 points du côté de Pierre-Mauroy. C'est pas du tout évident d'aller s'imposer là-bas, même si voilà, Lille fait partie des équipes du haut de tableau qui a tendance à avoir des petites phases de décompression et perdre des matchs où tu t'attends pas du tout à ce qu'ils perdent. Maintenant, voilà, dans la dernière ligne droite, je pense que les Lillois sont capables quand même de rester mobilisés, d'aller chercher les points qu'ils font. On l'a vu, par exemple, ils ont été très sérieux à Angers il y a 2 journées de ça. Donc voilà, côté et moi, je me dis, c'est vraiment pas le match où tu peux penser prendre des points, et j'aurais vraiment plutôt envie de sécuriser la réception de Saint-Etienne, qui me paraît beaucoup plus abordable pour les Rémois que d'aller éventuellement chercher 3 points, 3 points à Pierre-Mauroy pour essayer de se sauver sur la dernière journée. Maintenant, voilà, c'est pas non plus impossible, hein, comme je disais, moi, cette équipe de Reims, je la voyais pas finir si bas cette saison, je pensais vraiment que c'était une équipe qui pouvait prétendre, et d'ailleurs, c'était l'objectif qui était affiché, côté Rémois, à la première moitié de tableau. Ça veut dire aussi que tu as un effectif qui est quand même normalement censé jouer plus haut que ça, qui peut peut-être aller embêter Lille effectivement sur 90 minutes. Maintenant, Lille sur 90 minutes, boosté par l'enjeu d'une qualification en Ligue des Champions, je les vois mal passer complètement au travers.
Donc ce sera sans doute une rencontre, je pense, que les Lillois vont aborder avec beaucoup de sérieux. Reims a certes quelques arguments, mais je vois difficilement quand même comment ils pourraient aller contrer cette équipe lilloise. Donc je pense effectivement que Lille va s'imposer pour la dernière journée face à Reims, même si voilà, c'est difficile d'en être certain à 100% à plus de 8 jours de la rencontre. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire à l'aube de ces deux dernières journées extrêmement importantes, probablement passionnantes à suivre. On a rarement eu une lutte aussi serrée pour le maintien en Ligue 1. C'est sans doute un des points positifs du passage à la Ligue 1 à 18 équipes et de la création du barrage, c'est que du coup, effectivement, ça donne beaucoup de pression en fin de saison pour aller ou gratter cette place de barragiste quand tu es un petit peu derrière, ou s'en échapper quand tu veux essayer de te maintenir directement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on va avoir une lutte passionnante, on a encore 5 équipes impliquées à 2 journées de la fin, donc c'est extrêmement intéressant. C'est effectivement passionnant ce qui se passe en haut du championnat pour les supporters de ces équipes-là, mais c'est aussi extrêmement intéressant, probablement plus crispant pour les équipes du bas de classement. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant à suivre, ça fait aucun doute. Du coup, on verra qui termine en barrage, on verra qui descend directement, on verra qui se sauve directement. On y verra peut-être d'ailleurs un peu plus clair dès samedi soir à 23h. Il y a peut-être des équipes qui vont se sauver directement. Peut-être que Saint-Etienne sera déjà condamné samedi soir à 23h. On verra. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir de gros enjeux en haut comme en bas du classement, je le redis, pour cette 33e et cette 34e journée. En ce qui me concerne, du coup, je vous laisse. Je vous invite une fois de plus, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, à commenter pour me dire qui vous voyez descendre, qui vous voyez se maintenir, qui vous voyez finir en barrage. N'hésitez pas aussi, si vous êtes supporter de Ligue 2, à me dire qui vous voyez venir chercher la place de barragiste en Ligue 2, puisqu'il y a aussi ça à suivre de très près. Et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'était Nasty, à la prochaine!